merci à tous d'être venus pour cette table ronde qui est la dernière du cycle de conférences universitaires qui avait été imaginé conjointement entre l'Université catholique de l'Ouest, représentée par Pierre Chauvet, président de l'assistance, et l'Université d'Angers, représentée par Anne-Laure Guillaume, présente aussi dans l'assistance. Et nous avons donc pouvoir aborder le sujet de l'intelligence artificielle par le prisme juridique et éthique. Pour répondre à ces questions-là, parce que je suis la personne, la moins intéressante, et la moins compétente sur ce sujet-là, je suis accompagné par trois spécialistes de ces questions-là. Caroline Juliet, en premier lieu, juriste spécialisée en propriété intellectuelle. Ronald Mousseau, illustrateur et graphiste, et puis dans sa vraie vie, formateur. Et Lionel Davoust, auteur international, au moins, et puis traducteur anglophone surtout. Oui. Ok, merci. Pour répondre à cette question, on va parler de l'IA générative, l'intelligence artificielle générative, avec des guillemets pour le principe de l'IA, parce qu'il y a toujours une question de savoir si ce robot de communication est réellement intelligent ou pas. Et nous allons nous attarder sur les IA publiques, c'est-à-dire que celles que tout le monde peut avoir, c'est-à-dire celles dont tout le monde peut avoir accès sur des logiciels en libre service. Et on fera aussi le parallèle avec les IA dites professionnelles, c'est-à-dire développées par un service ou une agence dans le but de promouvoir leur activité. Je vais laisser chacun des intervenants se présenter et donner leur rapport avec l'IA notamment. Et je pense qu'on va commencer par Caroline, parce que c'est celle qui a la plus en main. Donc, bonjour, je suis Caroline. On m'entend bien? C'est bon? J'essaie de parler vraiment le plus fort possible, de clarté. Alors, je suis juriste de formation et responsable du pôle des affaires juridiques à l'ADEME à Angers. L'ADEME, j'imagine que ça vous parle, l'Agence de l'environnement, de la maîtrise de l'énergie. Donc, à l'ADEME actuellement, mon lien avec le sujet sur lequel je suis là, parce que je suis aussi spécialisée en propriété intellectuelle et en droit immatériel, c'est qu'en fait, à l'ADEME, on est en train d'expérimenter une intelligence artificielle générative dans le domaine de la transition écologique. Donc l'idée, ce serait vraiment d'aboutir à une solution d'intelligence artificielle qui en fait propose du contenu fiable en matière de données environnementales, puisqu'on travaille sur la TE, la transition écologique, qui est parfois très complexe. Donc on aurait vraiment besoin d'avoir cette machine, en plus évidemment de nos experts techniques, pour pouvoir proposer une solution sur l'ensemble de la thématique de la transition écologique. Voilà, mon lien avec le sujet. Merci Caroline. Ronald, est-ce que toi, dans ton milieu, illustrateur ou formateur, tu es en interaction avec l'IA générative? Très peu pour l'instant. Sur la partie, vous m'entendez? Sur la partie illustration, j'utilise très peu ça pour parce qu'évidemment il y a des outils qui sont très facilement accessibles en libre service comme Dali, Midjourney, ou alors même sur la plateforme Adobe, il y a la solution Adobe Firefly qui est même intégrée au logiciel Photoshop de l'illustrateur qui permet d'avoir accès à l'IA très facilement. Et personnellement, je n'utilise pas plus que ça. Et Lionel, du coup, c'est toi qui es le plus infecté par l'IA générative. Alors, au niveau de l'écriture, pour l'instant, ça reste à prouver. Par contre, au niveau de la traduction, moi, je fais plus vraiment de traduction littéraire, mais très clairement, par rapport à la traduction littéraire, il y a beaucoup de choses qui risquent de devenir inquiétantes, pas forcément par rapport à la qualité du travail qui va être fourni, mais par rapport au fait que les donneurs d'ordre vont penser que c'est suffisant. Donc, globalement, moi, auteur et traducteur, j'ai forcément un peu un lien avec tout ça, parce que ça, c'est pas davantage sur le texte. Et le lien par rapport à l'aspect technique, c'est que j'ai fait beaucoup de développement logiciel dans une vie intérieure. Donc j'ai un peu l'approche aussi technique de la manière dont le truc marche et aussi le marché propre. Je ne suis pas du tout spécialiste de ces machins-là, mais je m'accorde une sensibilité geekesque sur la manière dont ça fonctionne. Alors on va rester avec toi, Lionel, parce que le sujet de cette table ronde, c'est ce qu'on appelle les IA génératives, exactement comme a dit Caroline. Et dans générative, il y a création.
Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire et justement une notion de remplacement entre la création que peuvent avoir les artistes par rapport à la création que peut avoir l'intelligence artificielle? Alors pas du tout. Déjà, il faut, quand on parle de ce grand terme de intelligence artificielle de manière générale, déjà il faut comprendre très rapidement comment ça fonctionne. Et de façon à démythifier le truc en deux mots, comment est-ce que c'est, on les appelle en fait, en tout cas pour le texte, alors, en fait ce sont ce qu'on appelle des grands modèles de langage. Pour l'image, pour le son, ça fonctionne de la même manière, mais en gros, avec le texte, c'est la manière la plus facile à appréhender. Comment fonctionne un grand modèle de langage? En gros, c'est une énorme et immense modèle statistique. Et donc, tout ce que fait et la manière dont on crée un modèle de langage, on lui donne énormément de textes en entrée, et donc il y a des algorithmes derrière qui prennent et analysent ce truc-là et qui en fait font, en résumant très rapidement, une analyse statistique. En disant, en substance, après tel type de mot, il y a plus de chances que tel type de mot vienne. Donc, ce que fait une IA générative ou un gros modèle de langage, ce qu'il fait, c'est prendre, générer des phrases de la manière suivante. Je prends un mot et après ce mot-là, je sais que statistiquement, il y a davantage de chances que tel mot-là vienne. Et en fait, quand on prompte le modèle, quand on lui demande donne-moi la recette de la soupe au piston, on va pondérer en fait le modèle, c'est-à-dire qu'on va le placer dans un contexte où il va considérer que d'accord, je suis dans le contexte de la cuisine et je dois donner non pas une réponse qui est réelle, mais une réponse qui est vraisemblable statistiquement. Après tel type de mot, je mets tel type de mot. Il n'y a aucun lien avec la réalité. Alors ça peut être pondéré avec des recherches sur Internet, mais en gros voilà. Et certaines personnes ont tendance à dire que la création artistique fonctionne finalement de la même manière. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste si ce n'est quelqu'un qui reçoit des inputs dans sa vie et qui les recombine? Alors, je pense que c'est une vision un petit peu triste de l'expérience humaine, mais même en partant du principe, admettons, même en partant du principe que ça fonctionne comme ça, la différence entre un être humain et une machine, c'est que l'être humain a toute une vie à partir de laquelle puiser des expériences et un corps. L'humain rencontre, sait ce que c'est que la joie, le deuil, le bonheur, etc. Alors que la machine, par définition, ne peut que recombiner ce qu'on lui a donné en entrée. Et l'expérience de chaque personne est individuelle, chaque personne voit et vit des choses différentes, ce qui fait que même en se basant sur une hypothèse hyper réductionniste et mécaniste en disant oui, l'expérience humaine est une recombinaison, l'expérience humaine est constante. Et par conséquent, elle la prend et se nourrit de choses qui sont éminemment personnelles et qui du coup ne peut retranscrire des choses qui sont éminemment personnelles aussi. Alors, Caroline, est-ce que sur toi, dans tes connaissances juridiques, tu as un avis sur ce que dit Lionel sur la création? Alors, moi je rejoins complètement Lionel sur le côté personnel, c'est-à-dire de l'artiste. En droit, on va parler d'œuvre de l'esprit, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui dans l'arsenal juridique le code de la propriété intellectuelle qui vient justement en protection de tout ce qu'on appelle ces droits d'auteur et qui nous dit pour l'œuvre de l'esprit, qui peut être à la fois littéraire, artistique, musicale, graphique, sonore, etc. Et bien, elle est marquée par ce critère d'originalité, par ce qu'on appelle aussi l'empreinte de la personnalité. Ce que tu dis, Lionel, c'est vraiment caractéristique de l'œuvre de l'esprit. On a également une professeure qui est assez connue en France de l'Université de Strasbourg, Laure Marino, qui en fait va définir la caractéristique propre de l'artiste par la patte de l'artiste qui va façonner à sa façon de manière personnelle son œuvre. Donc on a vraiment par ce critère de l'originalité et de l'empreinte de la personnalité une œuvre unique qui ne peut être que pensée par l'homme. Une machine qui n'est pas capable, ne peut pas reconnaître aujourd'hui une machine musicienne, qu'elle puisse être auteur. À vérité, auteur en régime des droits d'auteur dit qu'on va conférer l'ensemble des droits de propriété intellectuelle. Donc moi je m'inscris pleinement dans ce Lionel, au niveau évidemment de cette reconnaissance pleine du droit d'auteur à un auteur, une personne humaine,
qui crée à sa façon et donc avec sa personnalité cette œuvre qui va forcément prendre un caractère différent et singulier d'une œuvre qui pourrait être générée par une intelligence artificielle. Je rebondis sur ta réponse qui est passée sur Ronald. Est-ce que tu peux nous donner une différence entre le droit d'auteur que tu évoques maintenant et ce qu'on voit partout, c'est-à-dire le copyright? Est-ce qu'il y a une différence fondamentale dessus? Et est-ce que la création d'une intelligence artificielle relève plutôt du droit d'auteur ou du copyright ou d'un néant juridique? Alors, Pierre-Marie, le copyright en droit français n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas de reconnaissance de valeur juridique qui est propre, vous m'entendez bien plus, pour la simple et bonne raison que c'est un concept anglo-saxon. Donc, évidemment, en France, on a une législation, une réglementation extrêmement protectrice des droits d'auteur, donc ce qu'on va vraiment appeler les droits d'auteur, et qui vont rentrer, alors je ne dirais pas en opposition, mais qui vont présenter un autre attrait que la protection des droits d'auteur par le copyright en droit anglo-saxon. Je vous explique rapidement, en droit français, on a ce droit d'auteur qui protège à la fois les droits moraux d'auteur, ce qu'on appelle le respect à l'intégrité de l'œuvre, le droit à la paternité, le droit de la divulgation. Donc, ce qui va vraiment protéger l'auteur en tant que tel, le droit moral, qui est éternel d'ailleurs, qui n'est pas cessé et qui est imprescriptible. Puis à cela s'ajoute, en plus des droits moraux, les droits patrimoniaux, qui sont les droits d'exploitation, c'est-à-dire aussi que l'auteur doit percevoir une juste rémunération. Vous voyez bien qu'en droit français, on a ce double cumul, c'est-à-dire par le jeu des droits moraux et par les droits patrimoniaux, une protection qui est extrêmement forte. En droit anglo-saxon, vous n'avez que les droits patrimoniaux, puisque la logique repose uniquement sur ce qu'on appelle la patrimonialisation. Il n'y a pas du tout de notion de concept de droits moraux. Donc c'est vraiment pas la même chose. Et il faut se méfier parce que quand vous voyez beaucoup d'œuvres avec du copyright, en réalité ça ne veut pas dire grand-chose. On pourrait même penser qu'il n'y a pas de consentement de l'auteur à requérir, puisque finalement on n'est pas sur l'application du droit français. Donc nous on dit toujours par rapport à nos banques de données d'image, quand vous véhiculez, par exemple si ce sont des photographies encore une fois, mettez bien en toutes lettres l'année et le nom de l'auteur pour vraiment être en adéquation pleine avec la législation française. Et ce copyright, vraiment pas de valeur juridique en France. C'est quelque chose que tu as l'habitude d'utiliser, Ronald, de le copyright, sur lequel tu fais attention, copyright au droit d'auteur, mais est-ce que toi, en tant qu'artiste, tu es forcé de te nourrir d'une création autre que la tienne pour pouvoir reproduire soit une idée, soit un style ou des choses comme ça? Par rapport à ma production créatrice, oui, je fais beaucoup dans le détournement personnellement, donc je m'inspire pas mal effectivement comme tu vois tout à l'heure, des créations d'autres personnes, de la pop culture en général, mais c'est souvent avec le filtre de ma propre interprétation. Je fais souvent attention effectivement à ne pas voler la partie d'architecte de l'autre, ça c'est primordial. Alors comment est-ce que tu travailles ce détournement, comme je viens de le dire? Quelle est la limite entre le plagiat et le détournement, justement? Est-ce que tu peux donner en tout cas sur la manière dont tu abordes ta création? J'essaie de mettre le plus d'interprétation personnelle dans la création. C'est assez compliqué à expliquer en fait. Je prends l'exemple, une fois, j'avais une de mes créations qui avait été plagiée par d'autres. Je l'ai retrouvé sur les réseaux sociaux, on m'avait signalé la personne, en fait, avait repris un de mes dessins, mais c'était quasiment décalqué très très très. Voilà, il y avait mon style de dessin, il y avait la composition. Alors pour moi, quand je reprends un thématique, je reprends un personnage, je le réimagine, je le refais avec mes traits, je le refais avec mon style de dessin. J'essaie de mettre le plus de ma personnalité dedans. Je ne reprends pas forcément un nom, je peux changer de nom, je peux changer beaucoup de codes pour que ça devienne ça serve mon propos.
Est-ce que tu peux expliquer comment se passe l'IA générative visuelle, puisque ça peut prendre une taille petit, il y a la prise d'un style mental aussi, et qui est réadapté avec le prompt qui est demandé, donc avec la vision de l'auteur. Quelle différence peux-tu faire? C'est un peu ce qui est venu avant, en fait. Les IA, entre guillemets, du coup, voilà, vont se nourrir en fait d'une base de données qui est mise à leur disposition, donc les recombiner. Elles sont entraînées pour reconnaître quand ça c'est un chat. Si on tape dans le compte, voilà, je veux dessiner un chat, pour que ça puisse reconnaître, voilà, un chat qui mange de la purée dans un salon thé, par exemple. On peut imaginer ce qu'on veut, mais pour que l'IA puisse être capable de redessiner le chat qui mange de la purée dans un salon thé. Je vois que tu lis Lionel. Mais pour moi, c'est assez très très loin de la vraie création de la humaine en tant que telle. Moi, quand je dessine, quand je m'inspire du travail de quelqu'un d'autre, je veux bien faire de la pop culture du client ambiant. Il y a ma charge émotionnelle, il y a mon passé, il y a mon vécu, il y a tout un tas de choses que l'intelligence artificielle, en tant que guillemets, ne sera jamais capable de mettre en place. On voit régulièrement, et c'est une des notions qui est mise dans l'exposition d'anthropologie, où le caractère artistique d'une création, qu'elle soit, dépend plutôt du spectateur que de l'auteur. Du coup, techniquement, une IA génératrice de texte peut avoir la même charge émotionnelle qu'un auteur, pour peu que l'auteur soit réceptif. Est-ce que tu as un avis dessus? Alors, c'est difficile de prendre une. Donc, vu que ce truc-là change approximativement tous les mardis et qu'il y a à chaque fois des progrès qui vont à une vitesse assez impressionnante, c'est difficile de donner une réponse intemporelle là-dessus. Cela dit, ce qu'on constate avec c'est un peu ce que tu disais, ce qu'on constate avec toutes ces créations, c'est qu'elles sont nécessairement une moyenne qui a été c'est quelque chose de très lissé, parce qu'on prend un grand saladier dans lequel on met des tas d'influences, et toutes ces influences, par définition, vont se retrouver à un degré plus ou moins important dans la production. Alors qu'un être humain, en général, va avoir un regard, justement, Kurosawa disait, plus un film est japonais, plus il est universel. Il y a quelque chose de très profond dans la création artistique humaine qui est justement, ce que Caroline disait, sur la personnalité. Il est quelque chose de puissamment personnel. En fait, ce qu'on constate en art, c'est que plus une œuvre est personnelle, plus elle va traiter dans le vécu et le regard de la personne qui crée, plus on va susciter donc plus elle est quelque part spécialisée, détaillée sur quelque chose, plus elle va susciter une réaction d'empathie parce qu'elle va être accessible et compréhensible. Il y a toujours évidemment des contre-exemples, mais de manière générale, plus on met la personnalité, plus finalement on s'adresse au grand monde. C'est une espèce de paradoxe où plus quelque chose est personnel, plus elle va être universelle, c'est ce que disait Kurosawa. Donc ça c'est le premier truc, et tant qu'une IA n'aura pas un corps pour vivre, mourir, avoir des deuils et traverser des difficultés, elle n'aura pas justement cette espèce de partie très individuelle. Joe Michael Straczynski dit en fait finalement, et d'ailleurs Fabrice Collin le disait aussi différemment, il y a cette espèce de la création artistique est finalement un combat, ou en tout cas un combat contre la mort, une affirmation contre la mort. Donc l'IA n'est pas là. Deuxième truc, c'est que oui, c'est notamment si on prend les dernières itérations de Midjourney et tous les détournements, tous les usages qu'on a en ce moment beaucoup, notamment sur Facebook, où en gros on a des gens qui génèrent des images avec par exemple une personne âgée ayant tricoté un pull et on a des gens malhonnêtes qui postent ça sur Facebook en disant regardez cette mamie a tricoté ce pull, elle veut des likes, ça marche beaucoup en ce moment, donc il y a un effet waouh sur l'image qui est générée, mais je crois que c'est Corneliakis qui était le premier à avoir dit ça. Ces images ont un effet waouh, mais elles s'usent extrêmement vite. Je pique l'expression à ça. Et je trouve ça très vrai en fait. C'est vrai que c'est parfait, c'est très propre, mais au bout d'un moment,
c'est la nouveauté et la perfection technique de ces créations-là, c'est suffisant. Et ce qui est important aussi dans la création artistique, et qui pour l'instant n'est générable que par l'expérience humaine, et justement c'est les petites imperfections, c'est les hasards de création, les sérendipités comme on dit en anglais. Et là, l'IA ne peut que retranscrire les imperfections qu'on lui a données, ce qui par définition ne devient plus des imperfections, mais justement ça fait partie du moteur parce que l'imperfection a été incluse dans le saladier au même titre que la réussite technique. Et là aussi, il y a quelque chose qui peut être seulement émulé, en tout cas jusqu'à peut-être mardi prochain, ça ne peut être que émulé, ça ne peut pas faire partie d'un processus parce que les imperfections viennent aussi de l'inconscient et l'IA n'a pas d'inconscient, elle n'a pas ce bagage dont tous les créateurs sont entre guillemets victimes. Il y a ces hasards de création qui viennent dans le cellules et qui viennent de l'inconscient ou si on prend là aussi une hypothèse émotionniste, après si on croit aux dieux, aux anges, etc. Je ne sais pas dans ce débat-là, mais en tout cas auquel on n'a pas accès comme ça. Les modèles génératifs, par définition, il ne peut ressortir que de combinatoire puisqu'il a un. Je suis désolé, je reste avec toi pour ma question. Là, tu as parlé de l'IA générative visuelle, mais pour ce qui est de l'écriture, même mystique, tu as parlé que la partie la plus impactée par l'IA générative, je crois que c'était la partie de traduction. Le fait que justement toutes les imperfections qui appartiennent donc à la personnalité du traducteur ou de l'artiste deviennent une patte dans la génération. Est-ce que ça ne va pas rendre une uniformisation de la traduction et donc finalement une langue universelle? Absolument, et même de manière générale aussi pour la création au sens large, où effectivement c'est la sous-fanasse, ce que sortent les modèles de langage, de façon générale, que vous utilisez dans un contexte créatif. Je pense, à mon avis, qu'avec l'inondation et l'inondation et la difficulté de plus en plus qui va le faire qu'aller en s'aggravant, de trouver des informations intéressantes sur Internet et pertinentes qui ne soient pas une énième ressuscité fanasse de tout ce qu'il y a eu avant. Je pense qu'il va y avoir un attrait de plus en plus important pour justement des chefs-d'œuvre avec de la personnalité, des œuvres avec du sens, des œuvres avec un regard. Alors, sur la traduction, en fait, c'est là que la création et l'artistique rejoint l'économique. C'est que un éditeur, une maison d'édition indépendante ou une petite maison d'édition qui a à cœur de servir la littérature fera la différence entre Zippel ou traduction réalisée par ChatGPT et un véritable traducteur de Chagalos et tout ce qu'il peut apporter. Comme je disais, aucun original n'est fidèle à sa traduction. Donc ça, c'est pas le problème. Par contre, moi, ce qui m'inquiète davantage, et qui finalement pas grand-chose à voir avec l'aspect artistique, c'est, on l'a bien vu d'ailleurs avec la grève des scénaristes l'année dernière, je crois, c'est avec toutes les fausses idées qui se génèrent dans les grands donneurs d'ordre, les grandes boîtes, les Netflix, les studios hollywoodiens, qui se disent « Ah mais finalement, c'est bien assez de boulot ». Et moi c'est ça qui m'inquiète beaucoup en termes de viabilité économique pure de la part, par exemple, si on prend juste l'état de la traduction, comment est-ce que les traducteurs qui font du travail de qualité, dont on sait qu'ils font du travail meilleur que ce que Diepol peut faire, moi, ce qui m'inquiète, c'est à quel point les grands donneurs d'ordre, à quel point le marché va se contracter de la part d'execs et donneurs d'ordre qui vont dire oh, c'est bien assez. Et c'est ça pour moi le danger en termes de pure viabilité économique. Et il y a un gros travail d'éducation de ces instances dirigeantes. Et c'est là aussi que le public a un gros travail à jouer en disant non, on ne veut pas désolé, on ne veut pas de cette propre merde. Parce que c'est de la soupe, ça fait des contresens, ça ne retranscrit pas l'impulsion de l'origine. Alors, ce que tu vois comme un point négatif, je suis très quelque chose à répondre sur Ronald. Mais avant, j'ai aussi une question pour toi. Ce que tu vois comme point négatif, est-ce que ça peut pas être un point positif pour les IA professionnels
Je pense notamment à ARIA, qui est une intelligence artificielle destinée uniquement au monde juridique. La création de nouveaux décrets, de nouvelles lois sur une langue aussi spécifique et aussi compliquée qui puisse être exemple de toute subtilité, et surtout de l'intérêt pour le juridique, pour l'écologie, pour n'importe quelle informatique, d'avoir ces IA génératives sans subtilité, sans relief. Alors, on a toujours besoin d'une intelligence humaine. Ça, c'est aussi un problème. C'est pas un petit peu près, c'est aussi un problème. Après, la différence, c'est le domaine. Effectivement, le juridique ne relève pas de domaine artistique. D'accord. Les domaines scientifiques non plus. Je vois qu'il y a, d'ailleurs, on peut le souligner, a fait très bonnes choses dans le domaine de la physique, est en train de faire très bonnes choses dans le domaine de la physique et de la biologie et du médical. Après, effectivement, le sentiment, c'est plutôt un sentiment qu'un avis, qu'un positionnement juridique. Surtout qu'elle est en train peut-être de connaître, si on ne cadre pas suffisamment cette IAG générative, bien sûr, elle risque de connaître effectivement de graves dérives au niveau des artistes. C'est-à-dire, c'est plutôt moi, c'est la différence que je fais. Il y a des mondes qui sont protégés par l'IA, ils sont même avantagés parce que ça fait partie du progrès. Le monde juridique l'est parce qu'effectivement, on a beaucoup d'avancées qui nous permettent de travailler plus rapidement. En revanche, ça ne change pas l'impact de l'auteur, puisqu'ensemble, derrière un rédacteur, on a toujours besoin d'avoir quand même la relecture attentive et d'avoir ce caractère subtil dont tu parles, caractère de la personnalité, pour moi, il est toujours là. Ce que je vois en termes d'efficacité, c'est un apport de rapidité. Ça, c'est imparable. Et également, peut-être, pour limiter les erreurs, notamment sur la jurisprudence, là, et puis passer, encore une fois, moins de temps. Donc, par rapport au domaine artistique, effectivement, je pense que ça n'est pas du tout à égalité. Et pour moi, le domaine artistique, il est menacé si ce domaine, cette innovation, c'est fulgurante, on l'a dit ensemble, ça va très vite, on ne maîtrise pas grand-chose, mais moi j'y crois quand même, c'est-à-dire qu'il y a quand même un espoir avec la réglementation européenne, et là évidemment d'un décalage, puisque la loi sur l'intelligence artificielle aujourd'hui elle a un niveau européen, on a un règlement européen qui s'appelle l'IA Act, AI Act, en français de la langue anglo-saxon, qui a été adopté le 13 mars dernier par les eurodéputés du Parlement européen et qui va rentrer en vigueur alors c'est ça qui est assez paradoxal, va rentrer en vigueur tout de suite, on a une parution du journal officiel de l'Union européenne qui aura une efficacité pleine à partir de 2026. En attendant, ça laisse le temps notamment aux juristes comme moi de pouvoir anticiper, réfléchir et voir comment l'entreprise met en place les choses, un petit peu à l'instar du RGPD. C'est-à-dire qu'on peut d'ailleurs faire un rapprochement, un parallélisme entre ce règlement européen sur l'IA et le RGPD. C'est-à-dire avec toute cette, ce qu'on appelle la compliance, toute cette conformité, cette sécurisation qu'on va également donner à des contenus, puisque les contenus de nos artistes, eh bien, c'est aussi les contenus qu'on avait en termes de données personnelles avec la protection du RGPD. Donc, je pense qu'on va, quand je dis qu'on a un bon espoir, on a beaucoup de choses par le biais du règlement européen qui nous laissent penser qu'on aura une juste protection des artistes. Tu veux que je développe à ce niveau-là? Pas tout de suite. Pas tout de suite, alors ça va arriver. Je dirais pourquoi. Et puis, René, tu as quelque chose à dire? Il faut rebondir sur ce que tu disais, Loïc, c'est que les freins se créent par rapport à l'univers de la production et à l'univers de l'illustration, qu'est-ce qu'on est spécialisé. Qu'est-ce qui va oser dans le design, petit euro, qu'est-ce qui va favoriser du coup les choix d'éditeurs entre une production IA ou une production d'un illustrateur qui va mettre 30, 40, 50 heures pour produire un travail, alors que l'IA va le faire en quelques minutes. Ça va être. Et au-delà de ça, moi j'ai un peu cette impression. Voilà, au-delà de ça, j'ai un peu cette impression que ça va même encore au-delà qu'il y a un enjeu qui va passer au niveau politique et social. Parce que on est là sur la fabrique de la pensée, ça donne une vision du monde
qui est dans les mains d'un algorithme, en fait, dans les mains de ceux qui fabriquent l'algorithme en surface. Et ça, c'est un peu très fort. Et juste sur l'aspect social, effectivement, hein, comme tu disais, Caroline, il y a des progrès absolument incroyables de ces outils qui sont unanimement, je pense, bénéfiques pour l'humanité, comme par exemple les IA qui analysent des imageries médicales et découvrent des choses avant peut-être que l'œil humain le voit. Et bien sûr, on a toujours besoin du regard humain. La question, la chose qui se joue ici, à mon sens, c'est combien d'humains on va garder pour faire le boulot. Et l'industrialisation de la société s'est faite à la louche sur les 150 dernières années où, au fil des générations, petit à petit, en tout cas en Occident, on est passé des industries plus manufactures, de tertiaires. Et là, quand même, une grande partie de notre du travail se trouve dans le tertiaire. Et si maintenant, ces choses-là qui vont à une vitesse phénoménale, on va mettre à peu près, j'en sais rien, la moitié des humains sur la paille, là, il y a un modèle, il y a un changement de modèle de société qui doit s'opérer, mais ça va aller à une vitesse qui, à mon sens, est un petit peu inquiétante. Je n'ai pas d'hostilité personnelle envers ces outils-là. Je trouve que pour des tas de choses, c'est phénoménal. Et je ne vois pas de problème dans l'absolu au fait que tout le monde est taxé au même langage, tout le monde est taxé. Je ne suis pas dans le logique en disant de toute façon il faut aussi. C'est pas. Le problème c'est quel modèle économique et quel modèle social on va mettre pour faire tenir tout ça. Et au bout d'un moment, les évolutions, les révolutions industrielles petit à petit se sont faites au fil des décennies, voire des siècles. Et ça ne s'est pas fait sans heurts, mais ça s'est fait à une vitesse suffisamment pondérée, en tout cas. Bon, alors peut-être que c'est lié au survivant, parce qu'on est là pour le parler, mais ça s'est fait à une vitesse suffisamment pondérée pour que, grosso modo, la société arrive plus ou moins à suivre, qu'il y ait des relais d'emploi plus ou moins bien fichus, mais quand même, c'est arrivé. Et là, on va arriver pour moi à un point où ça va aller trop vite, je pense. Et c'est ça ma crainte sur le truc. J'ai rien contre ChatGPT, je trouve que c'est phénoménal pour plein de trucs. Mais en gros, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le coup avec la traduction, qu'on puisse faire de la trad pour des œuvres qui, à la volée, pour des œuvres qui peut-être ne sont pas disponibles, ou même dans la vie du quotidien, pouvoir aller dans n'importe quel pays, avoir mon téléphone qui va traduire de façon plus ou moins bonne, mais quand même globalement pour faire comprendre, avoir une conversation avec quelqu'un. Humainement, c'est phénoménal. Mais par contre, l'économie qui va derrière, laquelle est-elle? C'est ça qui m'inquiète. Et je pense que l'histoire de notre espèce et du XXe siècle est peut-être très bon. Les mesures qui s'imposent avant qu'ils ne souffrent pas. Caroline, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Rassurer Gaël sur le fait qu'on a, je pense en Europe, la grande chance d'avoir une défense des droits fondamentaux au sens large. Bon, on a vu évidemment, je ne vais pas revenir sur le fameux règlement sur la protection des données personnelles, mais quand même si, parce que ça veut dire que l'humain n'est pas neutre, il est pris en considération, et ça rejoint l'espérance, en tout cas, nous juristes, on veillera à faire en sorte que certains domaines ne soient pas, soient préservés et soient surtout défendus contre effectivement le progrès technique dont on a besoin. Et je pense que c'est ce point d'équilibre qu'il faut vraiment trouver entre les deux mondes. Pas évidemment faire abstraction des avancées de la science, parce que c'est encore une fois, je disais, c'est véritable, mais il faut pouvoir effectivement préserver la logique économique également des droits d'auteur. Je l'ai dit avec le grand acte audio, qu'on a en grande majorité qui correspond au modèle anglo-saxon, où là, vraiment, le work smart for hire, on est vraiment là-dedans, cette logique de rémunération qui va directement à l'auteur, et puis là, on doit s'assurer qu'en droit français, et quand on sort pousser les frontières, parce que c'est le droit européen, il n'y ait pas de sacrifice fait au niveau de la juste rémunération qui doit revenir à l'auteur pour ce travail de création. Et juste, effectivement, je disais ça, mais il faut saluer le travail de la communauté européenne qui était là à une vitesse phénoménale. Parce qu'on sait que le temps législatif est parfois plus long que le temps technologique. Et il faut saluer le travail qui s'est passé à ce niveau-là, parce que
il y a eu cette question a été traitée avec extrêmement vite, énormément d'activité, et pour arriver à un résultat qui est vraiment, je trouve, de ce que j'ai pu voir, vraiment positif. Et c'est allé très très vite dans un domaine qui pouvait menacer d'aller encore plus vite. Et là, franchement, chapeau pour ce qui a pu être fait dans le temps imparti pour arriver à ce résultat-là. Ça sème le fond, mais effectivement, ça rassure. Je partage Lionel sur le côté, sur la réactivité qui parlait de la législation européenne. Je reste quand même inquiet parce que je sais qu'il y a une réactivité qui est parfois tout aussi grande, voire encore plus grande chez les grandes multinationales, les GAFAM, qui ont un pouvoir de plus en plus accru actuellement dans les sociétés dans les sociétés. Oui, mais justement, si je peux me permettre, les multinationales, justement, si je peux me permettre, les multinationales, et j'ai travaillé pendant 40 ans auprès d'Airbus, ils sont justement extrêmement intéressés et passionnés, et c'est leur cœur de cible, c'est le problème de droits d'auteur, des choses comme ça, c'est-à-dire que pour nous, Berne, c'est vraiment le socle sur lequel on construit, et on se bat, on fait vraiment beaucoup d'efforts vis-à-vis de la Commission européenne pour qu'elle légifère là-dessus, parce qu'on est menacé par tout ce qui est justement copyright américain ou droit d'auteur chez le monde imaginer, dans lequel l'intelligence artificielle servirait à extraire de l'information de ce qu'on a et carrément récupérer. Et donc on se bat pour se protéger, et pas seulement pour protéger les auteurs, il ne faut pas se faire des vidéos de ce côté-là. Les artistes sont extrêmement importants, et croyez-moi, auprès de la Commission européenne, des experts européens, on le prend en compte. Mais à côté de ce que représente l'industrie et les risques de piratage, de vol, de détournement de ce que l'industrie produit, c'est rien. Et donc, on se bat beaucoup pour ça, et je veux en être convaincu. Après, le problème qu'on a, c'est qu'effectivement, on légifère au niveau européen, et je vois la manière dont ça avance très vite. Mais par contre, la restitution dans le droit de chaque pays va dépendre de la manière dont chaque pays réagira. Et certains pays, on le sait déjà, ne vont pas le transcrire dans leur direction, dans leur directive locale, parce qu'ils ont des accords avec la Chine ou l'Inde, tout ce que tu peux imaginer, sur un assouplissement de certaines choses, ce qui sera malheureusement peu bénéfique dans l'ensemble des auteurs. Oui, si je peux répondre à monsieur. Alors, je pense qu'on peut essayer, en tout cas pour la France, que les choses soient similaires à ce qu'elles ont été avec la directive européenne sur le droit d'auteur de 2019, qui a été transposée en France en 2020 par loi et suivie d'une ordonnance en 2021, et qui permet de rémunérer les auteurs au sens vraiment journalistique du terme, et également les grandes entreprises de presse, quand on a ces fameuses plateformes, notamment les fameuses GAFAM, qui agrègent les contenus. Depuis cette loi, donc c'est vraiment sans réjouir, qui encore une fois est issue de la transposition de cette directive européenne sur les droits d'auteur dans le domaine de la presse, on a eu vraiment une protection ultra renforcée en France. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer avec le règlement européen, c'est-à-dire que nos législateurs feront la même chose, parce qu'on est très en veille également sur l'impact que peuvent produire ces règlements-là, et si ces règlements-là sont là, ce qu'on appelle ici avec le RGPD, c'est pas pour en faire rien, c'est vraiment pour les mettre en application. Donc voilà, si je peux me permettre de rebondir sur votre propos. Cette table ronde touche à sa fin et on va passer justement, comme l'a dit Jean-Claude Duniac, les interactions avec le public, si vous avez des questions, des remarques. Alors, peut-être Pierre-Marie, parce que tout à l'heure je parlais du règlement européen, il y a juste, si je peux me permettre, les deux grandes voies pour aussi rassurer les auteurs qui seraient les deux grandes pistes. C'est pas plus que les pistes parce que ce sont des voies, elles ont été construites dans ce règlement. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui on a ce principe de transparence qui est mis en exergue, avec donc l'idée ce serait de rendre transparent quoi les sources de tous les contenus à travers des résumés suffisamment détaillés, c'est-à-dire qu'on aurait un listing des contenus qui nous permettrait potentiellement d'identifier les titulaires de droit et d'envisager voir sur la rémunération. Ça, c'est vraiment une grande avancée. Et la deuxième chose, c'est les fameuses clauses d'opt-out qui permettent de refuser pour les auteurs le chargement dans l'utilisation de leurs œuvres.
à voir comment ces clauses d'opt-out seront mises en application. Est-ce que les auteurs devront télécharger les photos, leurs œuvres d'art au sens large sur des plateformes pour pouvoir activer ces clauses-là? C'est l'avenir qui nous dira. On a vraiment ces deux grands mécanismes de défense. Encore une fois, de quoi considérer que le droit d'auteur en France, cette fameuse propriété littéraire et artistique, eh bien, elle est préservée et elle est également renforcée. Juste dire à Isabelle et également à Ronald que le monde artistique pourra, je pense, ne disparaîtra pas effectivement. On voit cette idée du jour au lendemain si les choses sont suffisamment encadrées, et je pense qu'elles le sont. Oui, alors, de toute façon, l'impulsion créée est fondamentalement humaine, et donc évidemment la création humaine ne disparaîtra pas. La question derrière, je suis désolé, c'est la blague dit que de quoi parlent deux auteurs quand ils se rencontrent, s'ils parlent d'art, etc. Non, ils parlent d'argent. Donc je suis désolé d'être terre à terre, mais la question derrière, c'est est-ce qu'on peut rémunérer de façon convenable suffisamment la création artistique, ce qui est un défi de société. Parce que à partir du moment où, dans les perspectives sombres, la création artistique n'est plus rémunérée suffisamment, toute la société y perd à deux niveaux. D'une part parce que un créateur qui fait un travail de qualité, c'est quelqu'un qui a le temps de consacrer à son travail de manière à améliorer sa technicité, à explorer ce qu'il faut et à fournir des œuvres de qualité. Premier truc. Le deuxième truc surtout qui est le plus important au niveau social, c'est qui a le droit de créer. Et à partir du moment où l'économie de la création, qui a ses imperfections, mais c'est vrai, ça veut dire que qui se retrouve avec la possibilité de parler, qui se retrouve avec la possibilité de créer, de publier, c'est les gens qui n'ont pas besoin d'en vivre. Ce qui entraîne tout son lot de problèmes sociaux parce que qui n'a pas le droit est validé. C'est une réelle problématique sociale de façon générale. Sur la directive, l'AI Act, effectivement, moi, ça embête beaucoup OpenAI visiblement de devoir ouvrir le capot pour montrer de quoi les manganes ont été nourris, ce qui est le signe qu'on est sur une bonne piste. L'opt-out, je comprends qu'effectivement, il paraît difficile de faire autrement, mais l'opt-out, je suis chagrin parce que le droit voudrait que OpenAI nous demande notre avis avant d'aller siphonner le contenu des œuvres. Et l'opt-out, il y a eu autrefois une directive française qui s'est très mal passée, qui s'appelait Relire, qui était une tentative qui partait d'un bon sentiment, qui partait du principe de dire il y a des tas d'œuvres qui sont orphelines ou indisponibles dans le patrimoine littéraire français, il serait bon que ces œuvres soient à niveau disponible. Donc la BNF s'est lancée dans une grande entreprise de numérisation et de remise sur le marché, mais au mépris pour un auteur, c'est-à-dire que les œuvres étaient choisies par la BNF sans consulter les ayants droit, et les ayants droit, s'ils voulaient ne pas que leurs œuvres soient exploitées, typiquement le truc quand même qui est très fréquent, c'est je suis auteur, j'ai une œuvre qui n'est plus disponible parce que l'éditeur, enfin le truc est, voilà, le livre est suffisamment ancien, il est tombé en déshérence d'exploitation. Moi, je peux parfaitement le ressortir au numérique, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Donc, et peut-être que parfois, en tant qu'auteur, je peux avoir ce genre de projet, et la BNF, quelque part, m'exproprie de la chose. Ce qui là, quand même, est un bon problème, et c'était sur le mode de l'opt-out, ce qui a causé tout un tas de révoltes dans la communauté de la France, c'est allé jusqu'au niveau européen, et l'Europe a tapé les doigts, tapé la baguette sur les doigts de la France, en disant désolé, mais ça ne respecte pas justement la Convention de Berne, où il faut demander l'avis à l'auteur. Dans un monde parfait, j'aurais aimé qu'on nous demande notre avis. J'aurais aimé qu'on ne soit pas sur un mode d'opt-out, j'aurais qu'on soit sur un mode d'opt-in. Je comprends malheureusement que les exigences et la marge de l'industrie exigent que de dire désolé, on ne peut pas faire ça. Mais il part en moi de plus s'empêcher d'y voir quand même une défaite. Et je précise que c'est un monsieur qui s'appelle Bernal, qui a donné son nom à un prix célèbre et qui nous manque toujours beaucoup,
qui a été le grand porteur de ce combat, et c'est lui qui l'a mené jusqu'à l'Europe et qui a entraîné effectivement la décision, ce qui a été extraordinaire. Voilà, donc merci monsieur Ayala. Merci Yannick. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, il va falloir plus de réponses. Est-ce que, du coup, justement, pour obtenir l'approbation des utilisateurs, il n'y aurait pas un système comme les cookies qui sont utilisés sur les sites, dès qu'un utilisateur rentre sur un site web, il est dans l'obligation d'accepter ou de refuser que ces données seront réutilisées par la suite. Alors, techniquement, ça c'est compliqué. Alors déjà, l'utilisateur, on parlerait du coup d'un auteur potentiel. Mettons, j'ai un blog, je mets un article, et je dois pouvoir taguer mon contenu en disant oui, j'accepte que ce soit scrapé, ou j'accepte le scraping, de façon terme technique pour dire, c'est en gros, c'est la récupération automatique de contenu typiquement sur Internet, où les données sont formatées d'une certaine manière, et le scraping, c'est que le robot va aller chercher le contenu et récupérer ça, pour mettre ça éventuellement pour alimenter un modèle de langage. Alors, il existe historiquement, il existe des balises qu'on peut mettre sur le web, par exemple, pour dire, qui existent déjà, en fait, pour dire je ne veux pas que les robots puissent récupérer le contenu de ma page, ou alors, ça c'est le premier cas, c'est ce qu'on appelle, en fait, il y a des fichiers qu'on va mettre sur les sites web, qui a un petit fichier texte, en fait, qui peut donner un certain nombre d'instructions automatisées. Donc ça c'est le premier truc, donc ça existe quelque part déjà. Et à l'époque, ça servait pour les aspirateurs de sites. Si vous ne vouliez pas qu'on récupère votre site en allant demander plein de requêtes très rapidement qui étaient automatisées, ça pouvait poser des problèmes techniques parce que ça pouvait faire souffrir l'hébergeur du site. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, mais en tout cas, c'est un truc qui existe déjà et puis quasiment depuis le milieu des années 90. Le deuxième truc, c'est un autre type de balise qui est ce qu'on appelle le nofollow, qui est sur un site web où on peut dire par exemple, j'ai mis des liens. Et en fait, je n'entends pas dans le détail, très honnêtement, je ne connais pas le détail de l'augmentation technique. Mais en gros, c'est censé préserver un mode de vie privée pour empêcher Google et les fermes de liens de faire de l'exploitation en fait, de classement dans les moteurs de recherche. Et donc, c'est en lien avec je le schématise très rapidement. L'expérience prouve que ne pas suivre le premier truc, c'est aussi simple que d'appuyer sur un bouton en disant en fait ne suivez pas ces instructions. Et le deuxième truc, l'expérience prouve que globalement, à part Google qui a justement avec qui on a tapé sur les doigts avec les directives à l'échelon européen, ils ont tendance à pas le suivre. C'est purement prescriptif en fait. Et sachant qu'OpenAI se masse quand on leur demande justement à l'échelon européen d'ouvrir le capot pour montrer ce qu'il y a dedans, c'est visiblement qu'ils n'ont pas envie qu'on aille voir ce qu'il y a dedans parce qu'ils ont probablement très bien respecté ces instructions. Le problème avec toutes ces mesures techniques, c'est qu'elles sont toujours prescriptives et, à ma connaissance, jamais contraignantes. Donc on peut faire quelque chose de prescriptif, on peut mettre ce genre de choses, mais ultimement on va être soumis à la bonne volonté des opérateurs. Et quand il y a des enjeux industriels, comme on le disait tout à l'heure, avec les pays européens qui vont peut-être passer pour négocier les trucs séparés, il y a un côté comme ça l'armement. Malheureusement, face à celui qui va avoir la cause bombe, on va être un peu tributaire de ça. Donc ça peut être prescriptif, il peut y avoir des engagements de bonne volonté. À quel point ça va être contraignant, à quel point ça va être respecté, je suis pas sûr qu'on puisse voir une solution efficace pour la contrainte, à moins de passer par le cadre juridique et passer par la loi. J'ai un truc très clair là-dessus, parce que dans tout ce qu'on dit, on parle de technique et les termes que tu as utilisés sont très bons. Je suis dans ce milieu-là. Le vrai sujet, c'est quel auteur aujourd'hui va être capable. Quel auteur aujourd'hui va être capable de mettre ses équipes techniques sur son site web, sur son livre numérique, et dire je ne suis pas. Donc, non, j'avais juste comment un auteur, donc c'est pas le métier, la technicité, va être capable de mettre ces mesures-là en place au niveau de sa protection. C'est pas possible. Donc, il faut une loi qui protège
directement et je suis d'accord avec toi, la presse n'est pas disponible. Je vais aller même plus loin que ça, je vais donner un exemple tout bête. Je suis traduit aux États-Unis, et bien mes textes peuvent être protégés par le droit français, mais mes traductions américaines ne le seraient pas. Et avec la différence de copyright que tu as remarquablement bien expliqué entre les États-Unis, où par principe, si on l'exploite et que ça rapporte de l'argent, c'est bon, quel que soit ce que l'auteur en pense, eh ben, moi je suis fucké. Ce qui n'est pas nécessairement grave, ça peut être ma philosophie de dire servez-vous, mais si on décide effectivement de ne pas le faire, eh ben, il faut savoir qu'à ce moment-là, il faut rester dans son précaré. Et rester dans son précaré, c'est l'inverse de ce que l'artiste peut avoir envie de faire. On a envie d'être universel quelque part. Et je me pose la question aussi, mais là, je vais peut-être gêner mes petits camarades. Voilà, je vois réagir vis-à-vis de l'intelligence artificielle, je vois un certain nombre de gens qui réagissent exactement comme on a réagi à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle, quand on a vu arriver, par exemple, les populations africaines qu'on ne connaissait pas, qu'on mettait dans des zoos pour les montrer aux petits Belges, où il y a des reportages de trucs sans. Et on disait, regardez, c'est pas des êtres humains, ils comprennent rien, on leur pose une question idiote, ils sont incapables de faire autre chose que responsable. Vous avez exactement le même genre d'attitude vis-à-vis de l'intelligence artificielle en disant, regardez comme c'est bête, je leur ai demandé, qui pond les plus gros œufs, est-ce que c'est le pape ou est-ce que c'est les vaches? Et ils me font une réponse. Ils ne sont même pas capables de comprendre ce qu'on parle. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à établir une espèce de protocole d'accueil comme on devrait faire vis-à-vis de ces intelligences immigrées qui, qu'on le veuille ou non, font partie de notre environnement et vont s'installer chez nous, sont déjà chez nous. Donc puisqu'ils sont là, est-ce qu'on n'a pas intérêt à apprendre à interfacer avec eux, comme on a dû apprendre à interfacer avec des gens qui venaient avec des cultures, des approches et des apparences complètement différentes des nôtres et avec lesquelles on n'était pas bien à l'aise. Je pose la question, mais j'en parlais avec Damasio, ça va être un grand bonheur avec ça, mais j'ai le sentiment qu'il y a peut-être une piste à creuser. Alors, il y a une interaction assez célèbre là-dessus. Il y a Blake Lemoine, c'était avant la sortie de ChatGPT. Blake Lemoine, ingénieur chez Google, qui a été limogé parce qu'il était persuadé que le modèle de langage sur lequel il travaillait, qui s'appelle Lambda, était conscient. Et il a retranscrit, il a transcrit ses conversations sur Medium. C'est assez fascinant à lire. Et en fait, alors, indépendamment du fait que je pense résolument que la création des modèles de langage est nécessairement distincte de l'humanité, je pense quand même que vu la vitesse à laquelle ça va arriver, la question de la sentience, c'est-à-dire la conscience, le terme est encontré au dictionnaire, je ne sais plus un anglicisme, la question de la conscience et de l'autodétermination de ces entités, pour ne limiter sur les choses, va se poser certainement plutôt plus tard. Et une question à laquelle, cette question à laquelle on va être présent, être confronté, est-ce que ces entités sont intelligentes? Ont-elles le droit, ont-elles des droits, ont-elles tout ce genre de trucs? Je pense que cette question va se poser plutôt plus tard, et on est très mal armé là-dessus, et parce que pour essayer de trouver des débuts de réponse, des débuts de manière de traiter ces questions-là, il faut se tourner vers l'étude du comportement animal, où en fait cette question agite la sphère. Est-ce que l'animal est intelligent? Et derrière, la question est toujours, bah oui, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Et souvent, la question que cache est-ce que l'animal est intelligent, c'est est-ce que l'animal est intelligent comme nous? Parce que finalement, c'est notre intelligence qui compte quand même. Le reste nous intéresse assez peu. Donc, ultimement, en tant qu'espèce, nous prêtons une intelligence et une conscience que parce que nous avons accès à nos états inférieurs et nous savons que nous en avons les nôtres. Donc, de base, nous attribuons à notre semblable la même capacité de conscience que nous. Mais il n'existe pas de preuve objective de la conscience. Le test de Turing a volé en éclats depuis bien longtemps déjà. Maintenant, c'est le temps passé, c'est quand même assez surréaliste de dire cette phrase de façon au présent. Donc, là, à un moment, dans l'avenir, il va falloir, je pense, faire un acte de foi qui va consister à dire oui, je reconnais à l'intelligence artificielle le degré d'intelligence et de conscience, parce qu'il n'existe pas, malgré tout, de test objectif de ça. Et l'étude du comportement animal montre qu'on a repoussé les bornes petit à petit, au fur et à mesure qu'on découvrait davantage l'intelligence. On se dit non, mais l'intelligence, en fait, finalement, c'est l'utilisation de l'outil. Ah merde, ils utilisent l'outil. Bon, bah en fait, l'intelligence, c'est l'émotion. Ah ouais, en fait, ils ont en tête aussi. Non, mais en fait, l'intelligence chez l'animal, c'est quand même le signe qui sépare. C'est pour ça la question, c'est qu'est-ce qui sépare l'humain de l'animal? C'est la culture. Ah bah mince, ils en ont aussi. Donc, on est en train de chercher une photo d'après. Donc, il y a toutes ces questions. J'ai pas de réponse, hein. Mais
au lieu d'être comme des lapins pris dans les phares, comme ce qui est en train de se passer avec la société civile qui découvre l'existence de l'intelligence artificielle, sachant que la SF traite de ça depuis des décennies, c'est pas comme si on était préparé, mais bon voilà. Il en va de même pour la question de la sentience de l'intelligence. Tournons-nous vers le comportement animal. Évidemment, la psychologie, l'étude du comportement animal, en plus, épistémologiquement, historiquement, montre ce qui se passe quand, pendant des décennies, notre espèce repousse les limites pour se conserver sa particularité. Merci beaucoup, Lionel, pour ce discours qui allie à la fois art, création, intelligence et droit. Ça fait à peu près toute la table ronde dans une prise de parole. Le temps commence à manquer, je vais devoir mettre fin à cette table ronde. Merci beaucoup. Caroline, je te laisse le mot de la fin. Oui, merci Pierre-Marie. Merci à Lionel pour une très belle thèse en droit sur le sujet de l'IA, objet ou sujet de droit. On revient justement sur le fameux approche par l'animal. C'est ça, évidemment. Petit peu de jeune cœur, si ça vous intéresse. Alors, il faut me soutenir. Je verrai l'université de Nantes. Je pense que son directeur de thèse est Jean-Pierre Clapy, et je pourrais vous confirmer. Le mot de la fin, écoutez, moi déjà j'étais ravie d'être avec vous, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas intervenir beaucoup les juristes. Pour le moment, c'est encore un peu jeune pour ça, puisque le règlement vient de paraître, vient d'être adopté, pas par mise encore. Donc on a encore beaucoup de choses à comprendre, parce que je n'ai pas dit, des 113, 100 articles, presque 500 pages, toujours un peu compliqué à digérer. On a encore beaucoup de choses à anticiper. En tout cas, peut-être le mot de la fin, c'est qu'en France, depuis plusieurs pages, on n'a pas parlé. On a quand même un très bel axe de défense qui s'appelle l'exploitation, l'exploitation. Peut-être, si j'ai une ouverture à faire, peut-être se dire que on n'y arrivera pas. J'ai entendu dans son discours, c'est peut-être pas les mesures techniques de protection qui régleront le sujet, c'est peut-être pas le règlement IA dans ses effets. Mais n'oublions pas qu'en France, comme je le disais à plusieurs reprises, on a un régime extrêmement protecteur de s'en réjouir. On adopte ce délit de contrefaçon qui ne correspond pas à du plagiat, vraiment sur la caractérisation juridique de l'acte, et qui permet aux auteurs, et qui permet, je pense, aux grandes plateformes et demain aux éditeurs des solutions IA, de comprendre que on ne peut pas tout faire. On peut pas, voilà, il y a des limites, et ces limites, elles sont vraiment posées en droit français, et ces limites, elles reconnaissent, encore une fois, pleinement le régime des droits d'auteur. Tout qu'on aura cette défense-là, que les juges français, je pense, reconnaissent largement, et pourra peut-être observer encore quelques espoirs. Je ne sais pas le droit d'auteur mort que je fais, mais c'est se dire, on a quand même cet arsenal juridique qui nous rappelle que l'IA ne pourra pas mettre à mal, encore une fois, les droits d'auteur. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup Caroline, merci beaucoup Lionel et Ronald pour cette table ronde et merci de votre attention.